suis Evelyne Tifo, je suis chercheure scientifique au Service canadien des forêts à Québec. Oui. Puis quels sont les enjeux écologiques liés à la récolte de la biomasse forestière? Bien, le fait maintenant ce qu'on appelle la biomasse forestière, en fait, c'est les parties d'arbres ou les espèces ou les arbres qui sont pas utilisées par les industries traditionnelles du bois. Donc, les parties d'arbres ou les espèces qu'on peut pas prendre pour faire du bois à part, du sciage ou du déroulage. Donc, c'est ces parties d'arbres-là qui restaient en forêt traditionnellement. Donc, si on parle de récolte de biomasse forestière, c'est qu'on extrairait hors du site forestier, c'est cette biomasse-là qui, traditionnellement, resterait sur les sites forestiers. Donc, la biomasse, c'est de la matière organique, c'est du matériel organique, c'est une structure avec des éléments nutritifs qui jouent un rôle écologique certain, point de vue fertilité des sols, point de vue biodiversité, point de vue santé des forêts. Donc, si on développe la filière de la biomasse forestière puis qu'on dit, bon, mais ces parties d'arbres-là qu'on laissait traditionnellement en forêt, mais si on les extrait, donc on extrait hors du site forestier une plus grande quantité de matériel organique, donc il y a des impacts possibles sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Et là, ce que la recherche montre, c'est que dans certains cas, le fait d'enlever, en fait, dans la plupart des cas, le fait d'enlever la biomasse forestière hors du site, ça n'a pas vraiment d'impact sur le fonctionnement de l'écosystème. On voit des effets sur la fertilité, un peu sur la biodiversité, mais ces effets-là, ils sont compensés avec le temps, puis ça n'a pas un impact majeur sur la productivité, sur la santé des forêts. Donc, sur la plupart des sites, d'après les données qu'on a, mais on n'a pas des données sur toute une révolution forestière encore au Québec. On ne voit pas d'impact négatif avec les connaissances qu'on a, mais pour certains sites, dans certaines conditions écologiques, des sites qui sont déjà particulièrement fragiles parce que le sol est mince, parce que le sol est grossier, parce qu'il y a des espèces liées à la biodiversité qui sont plus rares, mais sur ces sites-là, le fait d'exporter plus de biomasse, de sortir les branches, par exemple, ça a un impact majeur sur le fonctionnement de l'écosystème. Puis là, on voit une baisse de productivité, une baisse de croissance des arbres, une acidification des sols qui est assez majeure pour nuire au bon fonctionnement de l'écosystème. Puis, est-ce qu'il y a moyen de trouver un compromis, un juste milieu entre la rentabilité économique puis la viabilité de nos écosystèmes? Bien, vu l'importance de la bioénergie puis l'importance que le rôle que la bioénergie peut faire pour la lutte au changement climatique, pour le remplacement des carburants fossiles, puis ça, c'est reconnu par les chercheurs à grandeur du monde à quel point que la bioénergie, ça a un gros potentiel dans notre lutte au changement climatique pour remplacer les carburants fossiles. Donc, on a un intérêt très grand et majeur de développer la filière de la bioénergie. Donc, il faut qu'on se donne tous les moyens pour la développer, cette filière-là. Donc, ça veut dire avoir accès à une ressource. Et la biomasse forestière, c'est une ressource vraiment intéressante pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le compromis entre la protection des écosystèmes et cet accès à la ressource qui est vraiment crucial pour la lutte au changement climatique. Puis, d'après les connaissances qu'on a, bien, sur la plupart des sites, on peut aller chercher les résidus, puis on n'aura probablement pas d'impact négatif. Donc, il y a certains sites qu'on est sûr qu'il va y avoir des impacts négatifs. Ceux-là sont faciles à identifier. La recherche nous permet de les identifier, donc on peut les exclure de notre approvisionnement. Sur les autres sites, bien, on est capable d'avoir une récolte qui est probablement durable en prenant le principe de précaution et donc de permettre le développement de la filière, d'éviter les sites qu'on sait très sensibles et donc d'avoir un développement qui est durable de la filière de la biomasse forestière. Puis nos travaux au Lac-Saint-Jean l'ont bien montré que même en appliquant des contraintes assez élevées de protection des écosystèmes forestiers, donc en excluant les sites qui sont sensibles, qui sont déjà fragiles, qui sont déjà marginaux côté fertilité, même en les excluant, on a quand même accès à de la ressource, de la biomasse pour développer, à un coût qui est quand même correct pour développer la filière de la biomasse forestière. OK. Puis on va mettre quelque chose au clair. Est-ce que la biomasse forestière, c'est une source d'énergie carboneutre? La fameuse carboneutralité, ça fait jaser. En fait, ça, c'est un débat qui court depuis longtemps, depuis quelques années aux États-Unis, sur la carboneutralité. Puis en Europe aussi, ça fait longtemps que ce débat-là fait rage. Et c'est drôle parce que dans le milieu de la biomasse forestière au Canada, bien, c'est très récent. Là, on a l'impression que c'est une nouvelle patente là, qu'on met en doute la carboneutralité. Mais en fait, il y a des études depuis longtemps qui ont été faites là-dessus. Donc,
La biomasse forestière, non, c'est pas carboneutre. Parce que quand tu brûles de la biomasse pour faire de la bioénergie, ben, tu émets du CO2 à l'atmosphère. L'atmosphère, elle, ce qu'elle voit, c'est du CO2 qui arrive. Que tu brûles du charbon, du pétrole, du gaz naturel ou de la biomasse forestière, pour l'atmosphère, c'est la même chose. Ce qu'elle voit, c'est du CO2. Même ce CO2-là vient de la biomasse forestière. Puis tu dis, ah, ben c'est la forêt qui a poussé et qui a capté ce CO2-là. C'est juste ça que je remets en circulation dans l'atmosphère. Pour le climat, ça ne fait pas de différence. Ça fait du CO2 qu'elle reçoit. Donc, dire que c'est carboneutre, c'est pas vrai parce que tu émets du CO2 quand tu produis de l'énergie. Par contre, donc, même si ce n'est pas carboneutre, ça reste une source renouvelable. Et c'est ça son gros avantage par rapport aux carburants fossiles. Donc, je pense que c'est ça l'argument de vente, c'est que c'est une source d'énergie qui est renouvelable, qui émet du CO2 à l'atmosphère, mais la forêt, avec le temps, la forêt que j'ai récoltée, la forêt va repousser, elle va recapter ce CO2-là avec le temps. Donc, c'est une source qui est renouvelable puis qui est meilleure que les carburants fossiles. Il y a un effet temporel à tenir compte, mais avec le temps, tu vas avoir un bénéfice à l'atmosphère parce que c'est une source qui est renouvelable puis que la forêt repousse après. OK. Puis, les sources de carbone sont différentes, puis elles ne sont pas toutes aussi écologiques. Si on voudrait partir de la source la plus écologique vers la moins écologique, pour l'instant, selon les données scientifiques qu'on connaît, ça ressemblerait à quoi? Pour la biomasse forestière? Oui, exactement. Donc, c'est ça que les travaux montrent, c'est qu'ils ne sont pas tous égaux devant l'atmosphère, devant les changements climatiques. La meilleure source de biomasse qui crée la plus petite dette de carbone puis qui donne des bénéfices à l'atmosphère le plus rapidement, c'est les résidus de coupe. Parce que ça, si tu dis que tu utilises les résidus de coupe, ça veut dire que tu as déjà coupé ta forêt de toute façon, tu as pris le tronc pour faire d'autres produits forestiers, et tes résidus de coupe, tu les aurais laissés en forêt de toute façon. Donc, ton scénario de référence, c'est laisser les résidus en forêt. Avec le temps, ils se seraient décomposés puis ils auraient émis leur CO2 à l'atmosphère. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu les prends, tu les brûles, tu émets le CO2 immédiatement. Donc, dans ce cas-là, tu crées une petite dette de carbone, mais qui est remboursée assez rapidement. Donc, tu as un bénéfice à l'atmosphère assez rapidement. Donc, c'est probablement la meilleure source de biomasse qu'on peut imaginer. Les autres sources, le fait d'utiliser, par exemple, des espèces d'arbres, si on prend le cas du bouleau ou du tremble, souvent, ils ne sont pas utilisés par les produits traditionnels. On ramasse les autres espèces d'arbres et ces arbres-là, soit qu'on les laisse debout ou qu'on les couche à terre de toute façon. Donc, le scénario de référence, c'est les chicots qui restent debout ou les arbres qui sont couchés à terre puis qui se seraient décomposés de toute façon. Donc, encore une fois, c'est une source qui est quand même bénéfique, qui crée une dette de carbone, mais qui est quand même bénéfique parce que, de toute façon, ces arbres-là, ils seraient morts puis ils se seraient décomposés avec le temps. Donc, ça, c'est les sources qui sont probablement les plus bénéfiques. Les moins bénéfiques, c'est quand on prend une forêt productive qui pousse et tout, et que je la coupe, que je fais directement de la bioénergie avec. Dans ce cas-là, je crée une dette de carbone qui est assez importante. Là, avant que j'aie un bénéfice à l'atmosphère, ça va être assez long parce que mon scénario de référence, ça serait de laisser ma forêt pousser puis continuer à capter son CO2. Donc, dans ce cas-là, je suis moins bénéfique. Le bénéfice à l'atmosphère est moins évident, va prendre plus de temps avant d'apparaître, va prendre plusieurs décennies avant d'apparaître. Donc, ça, c'est une des sources les moins bénéfiques, mais si on met ça ensemble avec des sources qui ont des bénéfices plus immédiats, puis je me garde une petite proportion avec des arbres entiers qui ont des bénéfices à l'atmosphère, mais qui vont arriver plus tard dans l'avenir, bien, au total, je reste quand même bénéfique assez rapidement en termes de lutte au changement climatique. Madame Tifo, je vous remercie beaucoup.